Bonsoir Gabriel Attal, vous Bonsoir. êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Qui a dit « Notre pays n'a ni les moyens, ni l'envie, ni l'énergie d'être plus généreux avec la misère du monde ». Je ne sais pas qui a Marine Le Pen phrase ou Emmanuel exactement. Macron? Écoutez, moi j'ai entendu Emmanuel Macron ce matin qui a dit que si on veut bien accueillir et bien intégrer, on ne peut pas accueillir et Il intégrer dit la tout le France monde. ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Et qu'est-ce qui différencie aujourd'hui vos deux discours sur l'immigration? Écoutez, moi je ne suis pas là pour faire des comparaisons. Je considère que quand on écoute le Front National, on les entend assez peu dire qu'il faut mieux intégrer, mieux accueillir les personnes qui sont sur notre sol et notamment celles qui ont le statut d'asile et la protection de la France. Ça, c'est notre discours. Nous, on considère que la France, elle s'honore d'avoir une politique d'accueil, d'asile, de protection des personnes qui fuient les guerres et les persécutions. Et que si on veut mener à bien ce projet-là, si on veut bien accueillir, bien intégrer des personnes qui ont droit à la protection de la France parce qu'elles sont persécutées, il faut avoir une politique cohérente et considérer que quand quelqu'un n'a pas l'asile, quand quelqu'un est débouté de sa demande d'asile, il n'a pas vocation à rester sur le territoire français. Il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale dans 5 jours sur l'immigration, débat voulu donc par le gouvernement pour accoucher de quelles mesures. Ça fait partie des questions que vous posent aujourd'hui les oppositions. On va écouter Marine Le Pen du Rassemblement national et Damien Abad du Parti Les Républicains. Emmanuel Macron prendra des mesurettes, elles ne régleront pas le problème. On renverra 3 Afghans supplémentaires, on enlèvera peut-être 1 ou 2 choses du panier de soins de l'aide médicale d'État et ça s'arrêtera là, hélas, car les situations, encore une fois, s'aggravent d'année en année. C'est un échec total de sa politique jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est un aveu de faiblesse que de dire aujourd'hui qu'il faut s'occuper du problème migratoire, puisque ça veut dire qu'en 2 ans et demi, il ne l'a pas traité et qu'il n'a jamais voulu l'assumer. En gros, ce que dit le président aujourd'hui, c'est que la France est trop attractive. Et je ne fais que le citer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cela, puisque c'est ce dont il est question aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait réformer l'aide médicale d'État? On a vu que le sujet était évoqué par Marine Le Pen. Elle dit toucher au panier de soins, ce serait une mesurette. Est-ce que l'idée, c'est d'aller plus loin? Moi, d'abord, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Marine Le Pen. Elle explique, avant même que le débat ait eu lieu, avant même que d'éventuelles mesures aient été annoncées, que ces mesures sont déceptives et que pour elle, elles sont nulles. On voit bien que Marine Le Pen, elle n'a pas envie que le problème soit réglé. Marine Le Pen, son parti, le Front National, il prospère sur ce problème-là. Tant qu'on n'aura pas une politique migratoire, quand on n'aura pas des actions relatives à l'intégration et à la gestion de la migration sur notre territoire, elle continuera à prospérer. Est-ce que l'aide médicale d'État, vous pensez à y toucher ou est-ce que c'est un totem? Alors je vais vous dire, moi, je ne souhaite pas, je ne trouve pas correct que le débat se polarise autour de l'aide médicale d'État. Sur ce point-là, je vais vous répondre. Il y a un rapport qui est en cours par l'Inspection générale des affaires sociales, qui doit regarder comment est-ce que l'aide médicale d'État est utilisée, est-ce qu'il y a des abus, c'est des informations qui sont régulièrement montées par certains, par la presse, il faut faire le point là-dessus. S'il y a des abus, oui, ils doivent être empêchés. En revanche, il est très clair qu'on ne remettra pas en cause l'aide médicale d'État. Pourquoi on ne met pas en cause l'aide médicale d'État? Intouchable. Vous pouvez peut-être, vous n'allez pas la supprimer, mais vous pouvez peut-être la réajuster. Mais on adaptera en fonction de ce qui aura été dit dans le rapport, mais autour de cette question des abus. Encore une fois, l'aide médicale d'État, il faut peut-être le rappeler pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, ça permet de soigner des personnes qui sont sur notre territoire et qui sont dans des situations quand même assez grave. C'est faux de dire que l'aide médicale d'État, elle permet de soigner n'importe quoi, qu'elle permet d'accéder à tous les soins. On entend beaucoup de fake news sur ce sujet-là, les cures thermales et autres. Ça n'est pas vrai. Pourtant, vous lancez une évaluation, donc vous vous demandez s'il y a des abus. Mais on lance une évaluation parce qu'il y a des informations qui sont régulièrement relayées qui disent qu'il y aurait des abus, qu'il y aurait éventuellement des filières avec des personnes qui viendraient se faire soigner en France. Il faut faire le point là-dessus et il faut que ça soit des professionnels, des inspecteurs des affaires sociales, des professionnels de santé qui fassent la lumière. Et en fonction, on adaptera parce que ce n'est pas la vocation de l'AME. L'AME, elle a vocation à assurer la sécurité sanitaire de personnes qui sont sur notre sol et donc de toutes les personnes qui sont sur notre sol. C'est pour ça que les médecins, par exemple, sont toujours très attachés à ce qu'on préserve l'aide médicale d'État. C'est aussi un enjeu de sécurité sanitaire pour les Français. Dit la France est trop attractive, la France donc est trop généreuse. Il pense à quoi? Quelles sont les différentes pistes de ce débat? Alors, je vais vous dire, d'abord, il se base sur un constat. Depuis 5 ans, il n'y a jamais eu aussi peu de flux migratoires vers l'Europe. Et pourtant, depuis 5 ans, il n'y a jamais eu autant de demandes d'asile en France. L'an dernier, les demandes d'asile en France, elles ont augmenté de 23%. Elles ont diminué de 19% en Allemagne chez notre voisin. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est bien qu'il y a un enjeu autour de l'attractivité. Et donc, le débat, les discussions qu'on va avoir au Parlement, avec les parlementaires, et qu'on a en tant que membre du gouvernement, elles vont sans doute déboucher sur des mesures à partir des constats qui auront été effectués. Mais moi, je ne laisserai pas dire, comme l'a fait le député qu'on entendait tout à l'heure, que rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Il y a une loi qui a été votée il y a 1 an.
la loi asile, justement, immigration, il y a une loi votée il y a un intégration. an, et je pense que c'est ce que voulait dire Damien Abad, qui fait partie du Parti Les Républicains, c'est que en un an, finalement, pourquoi ensuite vous lancez un débat un an après la loi? Ça veut dire qu'elle n'a servi à rien? Mais parce que nous, contrairement peut-être à d'autres majorités avant, on ne se contente pas de voter des lois. On regarde aussi dans quelle mesure elles sont appliquées. Et on assume de faire le bilan sur des lois qu'on a votées pour regarder si les mesures qu'on a prises, elles sont entrées en vigueur. Il y avait des objectifs très concrets, très forts sur cette loi. Il y avait des mesures très concrètes, notamment pour réduire le délai de demande d'asile, qui était en moyenne de 13 mois. On voulait le réduire à 6 mois. Faisons le point à l'occasion de ce débat, c'est ce qui est prévu sur ces mesures, sur l'intégration aussi. J'étais tout à l'heure dans une association qui travaille sur l'intégration des personnes réfugiées qui obtiennent l'asile. Il y avait des mesures qui avaient été prises dans le cadre de cette loi sur les cours de français, pour augmenter les cours de français, sur la question du logement. Quand une personne devient réfugiée en France, qu'on lui accorde la protection, l'asile parce qu'elle est persécutée, elle doit pouvoir être intégrée. Et ça aussi, ce volet-là, il va falloir qu'on en parle et éventuellement qu'on prenne des mesures aussi si on considère que ça ne fonctionne pas suffisamment. C'est vrai qu'il y a un changement dans le discours. Enfin, il y a une semaine, le président mettait vraiment l'accent sur l'immigration et là, le mot intégration est prononcé par vous, également par lui. L'autre débat du moment, il a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. Il porte sur le projet de loi bioéthique. Il est question notamment de la PMA pour toutes, la PMA pour les femmes seules, pour les femmes lesbiennes également. Et ce que craignent les anti-PMA, c'est l'effet domino, qu'en gros, à la suite, ce soit la légalisation de la gestation pour autrui. Vous-même, dans une interview, vous aviez dit que que la GPA éthique, à titre personnel, pourquoi pas? Est-ce que c'est ce chemin qui s'ouvre aujourd'hui? Bon, alors, c'est pas ce que j'ai dit, c'était pas dans une interview, c'était dans un portrait, mais soit. Pour moi, l'important, c'est quoi? C'est les engagements du président de la République et c'est ce qu'on fait. Le président de la République, il s'est engagé pendant la campagne présidentielle à ouvrir la PMA à toutes les femmes. C'est un engagement qu'il a pris. Et il s'est engagé à ne pas ouvrir la GPA, à ne pas autoriser la GPA en France. C'est son engagement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On ouvre la PMA, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes et on maintient l'interdiction de la GPA. C'est pour moi le plus important. À titre personnel, pour vous, la GPA éthique, et dans ce cas, ce serait la piste d'après? Je vais vous dire, on voit bien que dans ce moment, il y a des personnes qui cherchent à hystériser, qui cherchent à faire peur, qui cherchent à faire croire qu'il y aurait des agendas cachés. Moi, je n'ai rien dit dans une interview, encore une fois. Ça a été repris dans ce portrait. Pour moi, l'important, c'est l'engagement du président de la République et j'ai toujours été constant sur un point, à chaque fois que j'étais interrogé sur ce sujet, c'est qu'il n'y aurait pas de légalisation de la GPA. Puisqu'Emmanuel Macron s'y était engagé. Et là-dessus, on ne peut pas trouver d'autres déclarations que celle-là de ma part. Vous comprenez l'idée, c'est que les femmes lesbiennes pourront avoir des enfants avec cette PMA ouverte à toutes. Mais les hommes, les homosexuels, eux non. Alors, se pose la question du principe d'égalité. C'est un débat qui revient régulièrement depuis qu'on parle de l'extension de la PMA. Ça fait longtemps qu'on entend parler de cet argument et de ce sujet. Moi, j'y crois pas du tout. Parce que la PMA, on parle d'une femme qui décide de tomber enceinte avec son corps. C'est son corps qui est concerné. Quand on parle de la GPA, précisément, c'est le corps d'une autre personne, d'une femme en l'occurrence, qui est concernée. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout sur le même débat et que je ne vois absolument pas de sujet. Et quand vous parliez de GPA éthique, c'était à propos de quoi? Ce n'est pas moi qui en parlais, c'est une question qui m'était posée sur le sujet. Et encore une fois, j'ai toujours été très clair sur le fait qu'il n'y aurait pas de légalisation de la GPA en France, puisqu'Emmanuel Macron s'y est engagé. Et je maintiens évidemment ces propos. On va écouter Bruno Retailleau, qui était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin, Bruno Retailleau du Parti Les Républicains, et qui s'exprimait justement sur ce débat. Je pense qu'il ne faut pas qu'on joue non plus l'apprenti sorcier avec la nature humaine. Je pense que tant qu'on ne m'aura pas montré définitivement que pour se construire un enfant n'a pas besoin de l'image du père, tant qu'on ne m'aura pas dit que le père compte pour rien finalement, qu'on peut l'effacer, eh bien je pense qu'il faut appliquer le principe de précaution. C'est l'argument de la droite, le principe de précaution, dire on devrait d'abord bien évaluer ce que ça fait la conception d'un enfant délibérément sans père. Est-ce que vous vous dites que vous êtes peut-être allé trop vite en besogne? Écoutez, ça fait à peu près 5 ans, je crois, maintenant plus, que la loi Mariage pour tous a été votée. À l'époque, il avait déjà été question de mettre en place la PMA et elle n'avait pas été mise en place justement pour qu'il y ait des travaux qui soient effectués. Le Conseil consultatif national d'éthique a rendu plusieurs rapports, il y a eu des consultations publiques, il y a beaucoup de travaux de chercheurs qui ont été rendus sur ce sujet. Moi, je pense que tous les arguments. Moi, je pense que tous les arguments doivent être entendus. Là-dessus, il y a pas. l'Académie de médecine. Mais, bien sûr, mais là-dessus, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Je veux dire, chacun peut avoir des opinions et je ne vais pas jeter l'opprobre sur quelqu'un qui porte des opinions. Moi, je considère simplement, et je crois qu'une grande majorité de Français le considèrent quand on voit les études d'opinion, que ce débat-là, il a quand même été assez largement tranché. Les familles monoparentales, il y en a beaucoup dans notre pays et depuis longtemps. On connaît tous, je pense, des enfants qui ont été élevés sans un père. Alors souvent, c'est
dans des conditions assez malheureuses, mais en tout état de cause, ça existe dans notre pays. Et je pense qu'avec tous les garde-fous qui sont mis autour de la PMA, le fait qu'il y ait un entretien psychologique avec les médecins, tout sera mis en place et garanti pour que les enfants soient élevés dans de parfaites conditions. On passe d'un débat à l'autre. Le grand débat sur les retraites, ça va commencer dès demain, cette grande concertation avec le président à Rodez. 500 personnes, avec un débat qui s'annonce encore une fois marathon. Concertation, c'est le mot, mais pourtant on comprend que de toutes les façons, il s'agit d'aller vers une retraite par points. C'est le postulat de départ, on n'y touche pas. Alors le débat, il sert à quoi ? Vous avez raison, vous l'avez dit, on sait où on veut aller. On veut aller vers un système universel. Parce qu'aujourd'hui, il est illisible et il est injuste. Aujourd'hui, si vous êtes chauffeur de bus à Paris, vous partez à 52 ou 57 ans. Si vous êtes chauffeur de bus au Havre, vous partez à 62 ans à la retraite. Aujourd'hui, si vous travaillez dans une entreprise à statut, comme on dit, vous pouvez partir plus tôt, à 52, 57 ans, et quelqu'un qui travaille chez un sous-traitant de votre entreprise, qui a le même métier, la même rémunération, peut partir jusqu'à 10 ans plus tard. Et c'est à ça qu'on veut répondre. Il y a 42 régimes de retraite. Les Français ont beaucoup de mal à s'y retrouver. Je ne parle pas des jeunes, je suis secrétaire d'État en charge de la jeunesse. C'est souvent difficile de se projeter. Donc on veut un système simple, tout simplement, où les Français sont en capacité, en permanence, de se connecter et de regarder, en fonction des points qu'ils ont acquis, ce qu'ils pourront avoir pour leur retraite, et que ça soit lisible et qu'il y ait les mêmes règles pour tout le monde, avec 1 euro cotisé donne les mêmes droits. Mais pour y arriver, il faut un certain nombre de paramètres. Parce qu'on voit bien qu'il y a une transition à effectuer, on voit bien qu'il y a des choses, sans doute, qu'il faut prendre en compte. Ceux qui ont commencé à travailler très tôt, à 18 ans par exemple, il faut peut-être qu'il y ait des adaptations. Des personnes qui ont eu des métiers pénibles, idem. Et puis la transition de personnes qui sont dans un régime et qui vont basculer dans l'autre. Et donc, cette concertation, ce débat qu'il va y avoir avec les Français, il y aura une plateforme numérique pour aller faire des contributions, il est essentiel. Parce que la retraite, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde se projette à un moment de sa vie à la retraite. Et donc c'est normal que les Français puissent donner leur avis et dire ce qui, selon eux, comme sécurité, comme garde-fou, comme priorité, doivent être intégrés. Ça commencera donc dès demain. Ça concerne aussi les seniors. Il y a eu un couac sur la niche fiscale d'aide à domicile pour les seniors en état de dépendance. Finalement, le gouvernement dit on ne rabote pas. Comment on en est arrivé à ce couac-là ? C'est l'acte 2. L'acte 2, on veut plus de concertation et en même temps, il y a plus de fébrilité ? Écoutez, alors je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que l'acte 2, c'est plus de concertation, vous l'avez dit. C'est-à-dire, avant de prendre des décisions, avant de porter des politiques publiques, c'est concerter avec les partenaires sociaux, avec les secteurs concernés, avec les Français quand c'est des grands projets de société. Et donc, le Premier ministre a considéré que sur cette idée ou cette proposition ou cette mesure qui avait été émise, il n'y avait pas eu suffisamment de concertation et donc elle a été retirée. Il l'a tranché en quelques jours. Il y avait Jean-Luc Mélenchon qui participait à la réforme, contre la réforme des retraites. Hier, il a dit cette phrase à propos des policiers, ce sont des barbares. Soyez prudents parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Samedi, si j'y avais été, ils me tuent, ils attendent le prétexte. Comment vous réagissez quand vous entendez cette phrase ? Avec Jean-Luc Mélenchon, on a une indignité supplémentaire par semaine. Voilà quelqu'un qui est élu national depuis 40 ans, qui vit des institutions depuis 40 ans et qui aujourd'hui a décidé de démolir les institutions les unes après les autres. Une semaine, il s'attaque à la justice, une semaine, il s'attaque à la police, il s'attaque au président de la République, aux institutions et à la légitimité de son élection régulièrement, il s'attaque aussi à la presse. C'est juste inacceptable comme propos. Et les propos qu'il a tenus sur les policiers, dont on voit bien qu'ils sont sur le terrain pour protéger les Français, souvent au péril de leur vie, c'est absolument inacceptable. Et est-ce que le ministre de l'Intérieur doit déposer plainte, selon vous ? Parce qu'on entend votre indignation face à cette phrase. Est-ce que la bonne réponse, ce serait de porter plainte ? C'est à Christophe Castaner de le dire. Je pense qu'il aura l'occasion de s'exprimer assez rapidement sur ce sujet. Je crois que c'est en train d'être étudié par les services du ministère de l'Intérieur, comme toujours, dans ces cas-là. Et il aura l'occasion de le dire. En tout cas, je pense que c'est important qu'il y ait une condamnation unanime de ces propos. Et ça serait important, mais malheureusement, j'ai assez peu d'espoir que Jean-Luc Mélenchon les retire et s'excuse. Vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse et je voulais vous faire réagir à la une de Libération sur Greta Thunberg. Qui a peur de Greta Thunberg ? C'est donc la une choisie par nos confrères. Et ça fait écho au discours du gouvernement qui a changé. Emmanuel Macron disait cet été, le mouvement de la jeunesse m'a fait réfléchir. Maintenant, en parlant de Greta Thunberg, il dit qu'elle a des positions très radicales, de nature à antagoniser la société. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, vous travaillez avec lui, dit qu'elle en fait certainement trop. Brune Poirson dit qu'elle n'apporte pas de solution. Dicône, elle est devenue votre bête noire ? Non, vous savez, moi je crois qu'il faut différencier deux choses. D'abord, moi, je me réjouis et je soutiens tous les jeunes qui s'engagent. On entend trop souvent que les jeunes sont désintéressés de la société, qui sont individualistes, qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans le monde. Moi, vous ne m'entendrez jamais critiquer un jeune qui s'engage.
D'autant plus quand il permet l'engagement ensuite de millions de jeunes derrière lui autour de cette belle cause qu'est le climat. Mais enfin, moi, j'assume totalement, et je l'ai toujours fait, de dire que moi, je salue l'engagement de Greta Thunberg. Je trouve ça positif que des jeunes s'engagent, mais ça ne nous oblige pas à être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Au contraire, c'est précisément prendre au sérieux cet engagement que parfois d'y répondre avec des arguments. Donc moi, si la question qui est posée, c'est de savoir si j'accepte et je soutiens certaines critiques, certains discours qu'on entend sur la personne de Greta Thunberg, sur le fait qu'elle s'engage, parfois des moqueries, parfois des propos inacceptables, la réponse c'est non. Je vais vous dire, ça me gave assez ces propos. On ne peut pas critiquer un jeune parce qu'il s'engage. On a le droit de dire que sur certains points, on n'est pas d'accord avec lui. C'est normal, ça serait quand même curieux de ne pas répondre, etc. Mais on ne peut pas critiquer des jeunes qui font le choix de s'engager pour l'intérêt général, pour les autres, même si on n'est pas d'accord avec eux. Est-ce qu'elle en fait trop, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Blanquer ? Moi, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que Greta Thunberg en fait trop. Voilà, chacun peut avoir un avis sur la question, une opinion. Moi, je suis secrétaire d'État à la jeunesse. Je vois tous les jours des jeunes qui s'engagent sur le terrain. J'entends tous les jours aussi des personnes qui disent que les jeunes ne s'engagent pas, sont inutiles, sont tournés, repliés sur eux-mêmes. Donc quand des jeunes s'engagent, vous n'allez pas me trouver parmi ceux qui le critiquent, même si, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Greta Thunberg. Une dernière question sur les municipales. On a du mal à comprendre la doctrine du parti La République En Marche, puisque Cédric Villani a pu présenter sa candidature dissidente face à Benjamin Griveaux à Paris. Et pourtant, à Compiègne, le candidat dont j'ai oublié le nom, M. Jasco, Christian Jasco, lui s'est vu en quelque sorte sorti du parti. Pourquoi c'est ce deux poids, deux mesures ? Parce que c'est deux situations très différentes. Vous savez, ces élections municipales, elles doivent donner lieu à un rassemblement. À Paris, Cédric Villani a décidé d'être dissident et d'aller contre le candidat investi par La République En Marche, qui est Benjamin Griveaux. Mais on ne désespère pas d'arriver à ce qu'il y ait un rassemblement, est-ce que finalement tout le monde se retrouve, parce que l'enjeu, c'est de porter un autre projet pour Paris. Cédric Villani qui est intouchable, il y a une doctrine non, c'est pas ça. Villani. Benjamin Griveaux, dès l'annonce de la candidature de Cédric Villani, a demandé qu'il ne soit pas exclu, parce qu'il considère que il peut encore arriver à un rassemblement et qu'il souhaite en tout cas que tout soit fait pour permettre un rassemblement. S'il était exclu, ça rendrait assez difficile un rassemblement. Je crois que la situation à Compiègne est différente. Le candidat ou la candidate qui a été investi par La République En Marche considère que la personne qui s'est portée candidate, dont vous avez évoqué le nom, elle n'est pas du tout dans une logique de rassemblement possible, empêche tout rassemblement, et donc une exclusion permet de clarifier les choses. C'est au cas par cas, et c'est la personne à qui La République En Marche fait confiance, c'est-à-dire qui est investie par notre mouvement, qui sort du dissident. Qui évalue si un rassemblement est possible. Bon, on y voit un peu plus clair ce soir. Merci Gabriel Attal d'avoir été notre invité.